messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. Zone Nord, la circulation est fortement perturbée en raison des travaux. Poulailler industriel, les projets de Souligné sous Ballon et du Breil sur Meurize continuent à susciter le débat entre les écologistes et la FDSEA. L'invité de la rédaction est Marc Joulot, député UMP de Sablé de la 4e circonscription, celle de François Fillon, dont vous étiez le suppléant. Votre match, évidemment, avec Stéphane Le Foll sera suivi aussi bien au niveau national que local. Vous nous expliquerez votre stratégie de campagne dans quelques minutes. Et dans le reste de l'actualité, Yannick. Nous nous arrêterons sur le bilan et l'avenir du Mans SC. Le président Legarde a prolongé le contrat de l'entraîneur Denis Anco jusqu'en 2014. Nous reviendrons sur les principaux résultats du week-end et puis la préparation du MSB à la veille du début des playoffs. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à l'emprunter chaque jour. La zone nord continue à être en travaux et la circulation devient carrément impossible par moment. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience jusqu'à jeudi soir. Le point avec Laure Girard. Un chantier en 4 étapes. Ce lundi, la rue de l'Age était fermée du rond-point Conforama au rond-point BB9. Mardi, la situation se complique un peu. La rue Albert de Dion sera fermée jusqu'à la sortie route d'Alençon. Une situation qui oblige une partie des enseignes situées côté BB9 à fermer pour la journée. Mercredi, le deuxième tronçon de la rue de l'Age sera fermé à son tour. Enfin, jeudi, c'est le giratoire du Mutant qui sera bloqué, interdisant l'accès à la chapelle Saint-Aubin par cette route. Les passages de niveau seront fermés. Une bonne nouvelle, au milieu de ces difficultés, un nouvel accès, la bretelle Fly, permet d'entrer dans la zone industrielle en venant de la route d'Alençon. Fin juin, les voiries seront totalement terminées. La Trémie, quant à elle, sera ouverte à la mi-août. Polémique autour de 2 futurs poulaillers industriels en Sarthe, soutenus par la FDSEA. Ils sont censés fournir le groupe LDC à la fois en œufs et en volaille. De son côté, l'association Sarthe Nature Environnement dénonce ce modèle d'agriculture. Karma Duquesne. Jean-Christophe Gavalet, président de Sarthe Nature Environnement, est en colère contre la FDSEA qui soutient les 2 projets de poulaillers industriels sartois. Moi, c'est la principale critique que je leur fais, c'est mettre en danger la filière du louet et mettre en danger la production de qualité sartoise. En soutenant 2 projets très industriels, de se désolidariser de tous les essais des agriculteurs qui essayent de travailler au mieux en liant l'agriculture au sol. La FDSEA se défend de mettre en péril les productions sartoises. Elle dit vouloir, au contraire, favoriser la cohabitation de plusieurs modèles de production agricole, du bio, en passant par le label, la certification et aussi la grande échelle, appelée le standard. Pour nous, c'est important d'avoir toute cette segmentation de marché. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle correspond aussi à différents modes de consommation derrière. Quand on met en place des ateliers à grande échelle de type standard, c'est tout simplement pour qu'ils correspondent à un marché. On sait que sur 100 poulets consommés, 25 sont issus de l'agriculture biologique et label, et le reste sont issus de l'agriculture ou de l'aviculture standard. Pour la FDSEA, les 2 projets de poulaillers industriels ne font que répondre à une demande des consommateurs. Si, le cas échéant, demain, les choses se renversent, je dirais que les agriculteurs, les aviculteurs vont s'adapter. Effectivement, s'il faut qu'on ouvre des trappes à nos poulaillers, on ouvrira des trappes à nos poulaillers pour faire des poulets label et bio si demain le marché effectivement demande beaucoup plus de ce type de produit. À noter, des réunions publiques d'information auront lieu dans les prochaines semaines dans les cantons de Ballon et de Montfort-le-Génois. C'est le début de la campagne officielle des élections législatives. On compte 51 candidats en Sarthe et parmi eux, Marc Joulot, mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Député maire UMP de Sablé, la 4e circonscription qui est à la fois un enjeu évidemment local mais aussi national puisque votre principal concurrent, le socialiste Stéphane Le Foll, actuel ministre de l'Agriculture, y joue son poste. Ça vous inquiète ? Écoute, j'ai connu cette règle, elle a existé dans le gouvernement précédent avec Alain Juppé. Le nouveau Premier ministre Jean-Marc Ayrault a décidé de la reconduire. Donc Stéphane Le Foll est candidat en connaissant les règles du jeu.
On va maintenant attendre la campagne et puis le résultat des élections. Mais le fait que, maintenant, Stéphane Le Foll, qui a, on va dire, un poste national, vienne sur ce terrain... Oh non, parce que je m'attendais depuis longtemps à ce que Stéphane Le Foll soit candidat, au-delà de cette règle qui a été annoncée par le Premier ministre. Donc moi, j'ai préparé et commencé ma campagne, je veux dire, sans tenir compte de mon environnement ou de mes adversaires. Je trace ma route durant les semaines passées et durant les semaines à venir, indépendamment des candidats qui se présentent à cette élection. Alors une campagne qui sera donc de votre côté, j'imagine, très locale. On va voir cette photo que vous avez fait paraître avec 42 maires de la circonscription. Voulez-vous marquer ainsi votre ancrage local, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle signifie finalement, cette photo ? Elle signifie que depuis plus de 20 ans, d'abord comme collaborateur de François Fillon, et puis ensuite comme élu local et comme étant son suppléant à l'Assemblée, moi j'ai eu à cœur de poursuivre le travail qui a été mené sur ce terrain par François Fillon, en ayant bien sûr une dimension nationale. La vocation d'un député, c'est bien sûr d'être à Paris pour voter les lois, mais aussi tout un volet local, de travailler avec tous les acteurs de terrain, avec tous les élus, au-delà des étiquettes politiques ou des appartenances de chacun, pour construire, développer des projets, aménager le territoire, aider à la réalisation de projets dans les communes. Bref, avoir toute cette dimension locale qui est une dimension importante dans le travail d'un parlementaire. Alors j'imagine que vous avez aussi observé les résultats du second tour des élections présidentielles et François Hollande est légèrement arrivé en tête dans cette 4e circonscription. Même question que tout à l'heure, ça vous inquiète ? Non, parce que c'est une circonscription qu'on a longtemps décrite comme étant à droite, ce qui n'est pas vrai. François Hollande est effectivement arrivé en tête. François Mitterrand l'était également arrivé en tête à l'occasion des élections présidentielles. Il n'en demeure pas moins que l'élection législative n'est pas l'élection présidentielle, que les paramètres de vote sont différents, qui tiennent à la personnalité des candidats, qui tiennent au projet, à l'accompagnement qui ont été menés localement. C'est le soutien que vous évoquez de très nombreux maires de la circonscription. Donc voilà, il y a autant de choses qui font que le résultat, en tout cas l'élection législative, n'est pas la transcription de l'élection présidentielle. Sur le terrain, vous avez déjà établi votre programme. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire les prochains jours, les prochaines 3 semaines ? Ce qu'on a déjà commencé depuis plus de 3 semaines maintenant, c'est-à-dire beaucoup de présence sur le terrain, avec les maires qui m'accompagnent effectivement pour visiter leur commune, pour rencontrer des habitants, visiter des entreprises, rencontrer des associations, des clubs sportifs. Voilà, une campagne de contact, d'échange, de discussion avec classiquement les réunions publiques, mais c'est pas là où se jouent les choses. Donc c'est à l'occasion des rencontres, des déplacements que l'on sent le terrain, que l'on sent les réactions, les besoins. Voilà, une campagne de proximité. Alors une campagne où il y a Sablé et notamment Allonnes, qui sont 2 des villes qui ont plus de 10 000 habitants ici en Sarthe, mais où le poids aussi du monde agricole est très important. Le fait que, une nouvelle fois, Stéphane Le Foll est ministre de l'Agriculture, ça peut l'aider d'après vous ou pas ? Vous avez raison de signaler que c'est une circonscription où l'activité agricole est importante, une agriculture de qualité, avec une filière agroalimentaire elle-même très importante. Oui, LDC. Pour avoir eu l'occasion de rencontrer encore récemment un certain nombre d'exploitants agricoles, je ne crois pas que le fait d'avoir le ministre de l'Agriculture soit l'élément déclencheur du vote. Il y a d'autres paramètres, notamment des paramètres politiques. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose en soi qui va révolutionner le territoire. Dernière question, Monsieur Joulot, le fait que François Fillon soit parti tenter sa chance à Paris, est-ce que ce n'est pas vécu comme un abandon auprès de votre électorat ? On a pu effectivement le craindre au début. Concrètement, là encore une fois, à l'occasion des rencontres, des discussions, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Les électeurs, en tout cas de la 4e circonscription, qui lui ont été longtemps fidèles, comprennent qu'après avoir passé 5 ans à Matignon, François Fillon est un autre destin, une autre dimension, qui l'amène à avoir un autre parcours politique, ce qui ne l'empêchera pas de garder sa maison à Solesmes et de venir m'accompagner dans les jours prochains. Bien, merci beaucoup Monsieur Joulot d'être venu sur ce plateau et puis on va le voir sur ce tableau. Vous n'êtes évidemment pas le seul candidat, il y en a exactement 9, c'est ça, sur la 4e circonscription, outre Stéphane Le Foll, également Antoine Chauvel, Thierry Nouchy, Cyle Guillochet, Michel Rabaz-Jézéquel et donc plusieurs autres candidats. Merci beaucoup Monsieur Joulot d'être venu sur ce plateau et tout de suite le dossier de la rédaction.
entier consacré au bilan et à l'avenir du Mans FC. Yannick, la saison s'est achevée par une prestation en demi-teinte des Manceaux. C'était vendredi soir. Exactement, Pierre. Le Mans FC qui a dû se contenter du match nul 1-1 face à Arles-Avignon après avoir encaissé un but sur coup franc après seulement 2 minutes de jeu. Les Manceaux ont égalisé grâce à un pénalty de Frédéric Thomas à la 19e. Les hommes de Denis Zanco terminent donc à la 17e place de cette Ligue 2. Ils se sauvent pour 3 points. Un maintien qui méritait bien finalement un feu d'artifice, histoire d'évacuer tout ce stress emmagasiné depuis le début de cette saison. Soulagement donc, on le disait, pour les dirigeants, les joueurs manceaux, mais également pour les supporters qui espèrent ne pas revivre tel scénario la saison prochaine. On a une équipe, un week-end ça vous sortir un match bien, le week-end d'après c'est nul, attendez. Cette année c'est vrai que c'était limite, pas de buteur, c'est ce qui manquait au Mans. On a une bonne défense, une jeune équipe qui est capable de jouer. Maintenant il faut un buteur. On s'est toujours bien défendu, mais le milieu de terrain et l'attaque, c'est ce qui nous manque le plus. Ce qu'on aimerait tous, c'est revenir en Ligue 1. On était en Ligue 1 pendant plusieurs années. On a un beau stade maintenant. On a un super stade tout neuf. Ce serait bien qu'on puisse aller en Ligue 1. Quoi. Ah ouais, tant qu'à faire. Ce serait avec plaisir. Anthony Archenot, bonsoir. Vous êtes le président du Virage Sud, le club supporter évidemment. Déjà une réaction par rapport à cette saison, mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin sur le plan sportif. Après, pleine de satisfaction sur un chapitre important, la solidarité et les valeurs du club, parce que quand Denis Zanco a repris l'équipe dans les conditions dans lesquelles il l'a repris, on avait décidé de faire une union sacrée. Dieu sait qu'elle a été difficile à vivre pour ceux qui aimaient vraiment ce club. Ça a tenu jusqu'au bout. On avait dit que la fin serait belle, elle l'est, et tant mieux pour nous. Et ça a permis de ressortir des valeurs de solidarité qu'on avait peut-être quelque peu oubliées. Oui, l'union sacrée n'existait pas en tout début de saison. Allez, on va dire au bout de 2-3 mois déjà. Avec l'équipe et les coachs, si, il n'y a pas eu de souci. En fait, l'intérêt, c'était que ça ne lâche pas sur le terrain. Les joueurs nous ont prouvé en mouillant le maillot sur des matchs comme Guingamp qui étaient relativement difficiles, qu'eux, ils ne lâchaient pas. Donc forcément, les tribunes, ça ne lâche pas non plus. Alors, on entendait les supporters demander déjà la Ligue 1 pour la saison prochaine. C'est pas un peu trop tôt ? Il y a une génération dorée. Moi, je suis né dans ce club en Division 4. Eux, ils ont quasiment connu que 7 ans de Ligue 1. Donc, ils ont peut-être l'impression qu'on est effectivement un grand club à leur image. Moi, je voudrais qu'on reste les pieds sur terre. Nous sommes une équipe qui s'appelle Le Mans. Quand je vois les noms de Ligue 2 l'année prochaine, il faut raison garder, essayer de construire, encore construire, travailler. Effectivement, l'outil est beau. Ça donne des ambitions, ça donne des envies. Mais le football moderne est aussi compliqué. En tout cas, Pierre, la Ligue 1 n'est pas vraiment donnée au programme. Oui, dans l'objectif d'Henri Legarda et de Denis Zanco, qui tenait une conférence de presse ce midi à la Pince-Nardière. Ils sont restés eux aussi les pieds sur terre. C'est évidemment l'occasion de les interroger sur cette 3e saison en Ligue 2. Quelle équipe et surtout avec quels moyens Le Mans va donc aborder cette nouvelle saison. Je vous propose d'écouter ça dans ce sujet. 8 joueurs sont en fin de contrat. Le capitaine Frédéric Thomas devrait rester. C'est en tout cas la volonté des deux parties. C'est un garçon qui fait preuve d'une grande discrétion, d'une grande pudeur, mais c'est un mec avec qui j'ai partagé des grands moments et qui était, à mon sens, le relais idéal de ce que je voulais faire avec ce groupe. J'aimerais bien continuer ici. Après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Le club discute aussi avec Idir Wali, mais le co-meilleur buteur du Mans FC devrait aller voir ailleurs. Ovono ou Kedairia se verront proposer un poste de 2e gardien. Moussa Mazou, c'est une surprise, restera encore un an. En revanche, Gibaud, Stromstad et Vergerolles quitteront le club. Au rayon arrivé, Denis Zanco cherche au moins 3 joueurs d'expérience. Encore faut-il en avoir les moyens. Car avec un budget de 11 millions d'euros, le Mans FC ne pourra pas faire de folie. Henri Legarda continuera d'en assurer la présidence avec de nouveaux partenaires. L'ouverture du capital du club a permis d'encaisser 2 400 000 euros, auxquels pourraient s'ajouter 600 000 euros avant la mi-juillet. Autre objectif, renégocier le loyer du stade payé par le club à LMS, la filiale de Vinci. Vinci doit comprendre que son intérêt, c'est de pas que le club soit étouffé, mais c'est que le club s'en sorte pour faire une bonne équipe et pour aller rapidement rejoindre l'élite, de façon que demain, si on joue en Ligue 1, tout le monde y retrouvera son compte. Encore faut-il que Vinci accepte, le loyer sera alors de 900 000 euros par an. Il reste donc encore beaucoup d'hypothèques sur les moyens financiers du club. Premier juge de paix, le passage devant la DNCG, le gendarme financier de la Ligue de football, ce sera début juin.
Anthony, une petite réaction déjà sur l'aspect économique. Le Mans FC devrait se présenter à la DNCG un peu plus tranquille que les années précédentes. C'est le sujet qui donne le sourire aux supporters parce que c'est vrai que la DNCG aujourd'hui, ça fait trembler tout le monde. Si on est interdit de recrutement, on recommence au point de départ. Donc c'est vrai que c'est le travail du président pour ouvrir le capital, les nouveaux partenaires. Ça veut dire qu'il y a encore des chefs d'entreprise qui mettent et qui croient dans l'avenir de ce club. Ça peut être que positif comme message. Et encore une fois, je le dis souvent, on construit dans la difficulté. J'espère que cette saison qui aura vécu beaucoup de difficultés nous permettra de construire un nouveau projet qui nous emmènera vers l'objectif de la Ligue 1. Frédéric Thomas, Idi Rouali qui sont invités à rester. Touf, c'est l'emblème du club. Pour les supporters, il est dans le cœur de tous les supporters. Il a été célébré comme il se devait au dernier match. Forcément, on a envie de le voir encore sous nos couleurs parce qu'il a vécu tellement d'histoires avec nous qu'on aimerait bien qu'il vive encore celle-là. Plutôt en milieu de terrain ou en défenseur central, comme on a pu le voir? Alors, je suis très mauvais à ce jeu-là puisque je suis le seul à pas regarder les matchs. Donc, je vais dire en défense centrale parce que les supporters me disent que ça fera de l'expérience derrière. Maintenant, je sais pas, là où il va se sentir bien, là où il se sentira bien dans sa tête et bien dans son corps, je pense que c'est l'essentiel. Puis après, je crois qu'il y a un coach qui va prendre des décisions par rapport à ça. Une dernière question, Anthony Archenot. Quelle ambition vous avez pour ce club ? L'ambition, moi, c'est d'avoir un virage sud complet avec 3000 personnes qui chantent et puis qui se bougent. Et puis une ambition toute particulière, ça fait 22 ans que j'y suis, que le public sartois comprenne que c'est dans la difficulté qu'on a besoin de lui, qu'il doit se déplacer dans ce stade et que si on veut un public football, ça se fait pas que quand on est en Ligue 1, on vient pas voir que Marseille ou Paris Saint-Germain et on porte pas l'écharpe d'un autre club quand on est au Manceau ou Sartois. Vous leur reprochez leur manque de ferveur, c'est ça ? Non, je leur reproche pas parce qu'on est tous à peu près pareils. Sans faire leur reproche, leur donner plutôt l'envie de venir encore plus soutenir ce club, parce qu'on en a besoin. Anthony Archenot, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et puis Yannick, on continue avec le foot et des nouvelles à présent de Sablé qui a fait vibrer, on s'en rappelle, toute la Sarthe et notamment le MM Arena il y a 4 mois en affrontant le PSG en 16e de finale de la Coupe de France. Et Saboliens qui ont décroché leur maintien à 3 journées de la fin en CFA2. Ils ont battu Mondeville 2-1, une rencontre disputée sous une pluie battante. Les principales actions sur les images d'Amoun Chamsoudine. Si Mondeville se crée la première occasion de la partie avec cette frappe dès la première minute de jeu, ce sont bien des Saboliens qui vont très vite avoir la main mise sur cette rencontre, profitant de quelques maladresses de la défense adverse. 12e minute, Aurélien Tartereau n'appuie pas assez sa frappe pour inquiéter le portier mondevillais. Un quart d'heure plus tard, Yoni Journet est poussé dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'accorde pas de pénalty et lui demande de se relever. Dès la reprise, les hommes d'Olivier Pignolet obtiennent enfin gain de cause sur ce coup franc d'Emmanuel Thibault qui trouve le petit filet. 69e minute, Quentin Bachar, entré seulement 1 minute auparavant, met à profit son premier ballon en concluant de manière magistrale la contre-attaque de ses coéquipiers. 2-0 pour Sablé, mais les dernières minutes sont stressantes pour les supporters saboliens, d'autant que le Cacheux réduit la marque alors qu'il reste encore 5 bonnes minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mais heureusement, Sablé parvient à gérer ce but d'avance et s'impose 2-1, délivrance totale avec ce maintien en poche. On va pouvoir finir effectivement cette fin de saison peut-être un petit peu plus libéré et puis ça va nous permettre de peut-être mieux préparer la future saison. Mais je crois qu'on n'en est pas encore à ces derniers matchs là. On va surtout être à la hauteur de ce qu'on a été cette année et je pense qu'ils le méritent bien. Le week-end prochain, les Saboliens se rendront chez leurs voisins de la Suze, pas encore assurés eux du maintien malgré leur victoire à Flers 2-1. Et on reste dans le sport, Yannick, avec un double coup de chapeau. Allez, tout d'abord au Grand Prix de France Moto, la belle victoire de Louis Rossi en Moto 3, anciennement 125 cm3. Le Sartois, âgé de 23 ans, s'est imposé sous la pluie et devant son public. C'est sa première victoire en Grand Prix. Beaucoup de joie donc à l'arrivée et sur le podium pour le Manceau qui a entonné une Marseillaise que l'on n'avait plus entendue depuis 4 ans au Grand Prix de France. Au classement du championnat du monde, après 4 courses, Louis Rossi remonte à la 7e place. 160 000 spectateurs étaient présents sur le
Bugatti durant les 3 jours. Et puis, autre coup de chapeau, saluer le courage de ces valeureux concurrents de la marche au Dax organisée par les Tascailloux. 120 marcheurs sont arrivés comme prévu samedi à 22h à Antares après un périple de 200 km à travers la Sarthe. 40 heures de marche, une allure de 6 km/h. On notera cependant une quinzaine d'abandons, notamment le samedi après-midi en raison des conditions météorologiques. La fatigue était là sur les visages, évidemment, pour certains. Eh bien, pour Dany, elle n'a pas perdu une once d'humour. Dany Spire, vous en souvenez, on vous l'a présenté dans l'info vendredi. Elle a 62 ans. C'est son 20e 200 km en 20 ans. Franchement, quand on interroge à l'arrivée, on a l'impression qu'elle a fait 1 km. Alors, on a coupé un peu la voix. On l'a laissé sans voix, notre ami Dany. Écoutez, on vous proposera le sonore de Dany probablement dans notre édition de demain. On continue toujours avec du sport et J-1 avant le coup d'envoi des playoffs de Pro A de basket. Et le MSB qui se prépare activement pour recevoir Nancy en quart de finale. Ce sera ce mardi soir en Antares. Des morceaux qui vont disputer pour la 16e année consécutive ces playoffs et qui ont dû faire appel à un joker médical, Antoine Aïto. Explication. Pour défendre au mieux ses chances dans les playoffs, le MSB a en effet dû avoir recours à un joker médical pour pallier l'absence d'Henri Cahudi, opéré de l'appendicite mercredi dernier. Antoine Aïto est donc arrivé vendredi après-midi au Mans. Le capitaine de Vichy, club de Pro B, a porté durant 3 saisons les couleurs de Villeurbanne, avec qui il a été champion de France en 2009. En 4 jours, le meneur doit donc assimiler les différents systèmes de jeu du MSB. Je ne vais pas jouer sur 40 000 systèmes, je ne vais pas jouer 30 minutes, donc voilà, c'est un rôle précis qui me convient tout à fait pour pouvoir aider cette équipe du Mans à aller vraiment le plus loin possible. Face à Nancy, le MSB a un avantage de taille, le terrain, d'autant que les Nancéens n'ont gagné qu'à 2 reprises à l'extérieur durant la phase retour. Face à eux, les Manceaux s'étaient imposés à Antares, on s'en souvient, 80-78, mais c'était lourdement incliné chez eux, 95-77, le 28 janvier dernier. Gigi Jackson se veut donc prudent. Ça reste une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de capacité de rendre difficile le jeu adverse, surtout au niveau de pression défensive avec les arrières ultra défensifs. Donc du coup, quoi qu'on arrive, on sait qu'ils vont monter leur niveau, ils vont être au rendez-vous. MSB Nancy, c'est ce mardi à 19h à Antares. Voilà pour cette grande page sportive. Merci beaucoup Yannick. Et on poursuit, on termine avec ce beau succès samedi soir de la nuit des musées, la 8e du nom. Au Mans, la fréquentation est en forte hausse avec pas moins de 3000 visiteurs. Il faut dire que les musées redoublent d'imagination pour attirer le public lors de cette soirée, comme l'a constaté Laure Girard. Au musée de Tessé, le guide était un explorateur. S'il vous plaît, vous vous rangez copieusement devant moi. Le public est venu en nombre pour découvrir la tombe de Nofrétari, l'épouse de Ramsès II. En train de jouer à un jeu, on va dire un peu l'ancêtre du jeu d'échecs. Cette tombe est un petit peu, pas négligée, mais les gens oublient un petit peu qu'on a cette tombe ici. Donc c'est bien de leur dire, il y a quelque chose on a quelque chose d'un peu étrange et extraordinaire au Mans. Étrange comme le réveil de la momie en personne. Vivant, le carré Plantagenet l'était aussi, avec l'installation éphémère de 4 parcours sensoriels. Ici, on pouvait sentir les odeurs de cuisine gallo-romaine. Là, il s'agit de reconnaître les matériaux de construction des Romains. Jacqueline les découvre en même temps que le musée. Ah, c'est du marbre. Ah oui. Et vous l'auriez trouvé ça? Ah non. Grands et petits apprennent en s'amusant. Et c'est chouette les musées? Oui. Ça crée comme ça une convivialité autour des collections, une approche très différente qui rend cette nuit assez très agréable en fin de compte pour tout le monde. Le plaisir, ce sont aussi des mini-concerts de chant Renaissance dans un cadre approprié, le musée de la Reine Bérengère. C'est très émouvant de chanter dans des murs qui ont peut-être entendu des mêmes sonorités. Et peut-être que les murs ont en mémoire les sons du passé. Cette année encore, les musées sarthois ont fait le plein lors de cette soirée pleine de surprises. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. On se retrouve demain, même lieu, même heure, à 18h30 pour le direct. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.